Bonjour à toutes et à tous. Je vous propose qu'on y aille. Il reste plein de places. Il y a des gens qui sont dans les escaliers là, mais il y a plein de places devant. On n'ose pas être devant. Julie, non, tu veux ça va. Donc, merci à toutes et à tous d'être aussi nombreux. Donc, Mathieu Revès, moi du service des maladies infectieuses. On sera plusieurs après à vous à pouvoir vous répondre. L'idée, c'est que je vous fasse une petite présentation qui ne sera pas très très longue et après que ce soit un jeu de questions-réponses. D'accord ? Et on essaiera autant que faire se peut de répondre à toutes vos questions. On trouvait ça avec l'ensemble enfin, voilà, des gens qui travaillent là sur l'épidémie de coronavirus, important de faire une information des professionnels de santé. C'est important pour que vous ayez cette information et sans doute de répondre à certaines interrogations que vous pourriez avoir. On l'espère en tout cas retirer certaines zones angoissantes, puisqu'on va essayer de vous montrer qu'il n'y a pas d'angoisse particulière à avoir, en tout cas pas démesurée. Et puis je vous avoue aussi un côté un peu égoïste à ça, c'est que je compte sur vous pour transmettre pas la bonne parole, parce que je ne sais pas si c'est la bonne parole, mais ma parole en tout cas. Parce que comme vous imaginez, on est, et dans le laboratoire de virologie, et Vincent Thibault est là aussi, on est excessivement sollicité. Et on reçoit, ce qui est tout à fait compréhensible, plein de questionnements, soit par mail, soit par téléphone, de collègues qui se posent des questions et qui sont inquiets. Et malheureusement, nous ne sommes pas en mesure de répondre à ces questions-là, justement du fait de notre sollicitation pour les malades. Donc, je compte sur vous après pour diffuser les informations qu'on espère pouvoir vous donner à cette formation au sein de vos équipes, parce qu'il est bien évident que tout le monde ne peut pas venir. Il y aura une autre formation qui sera faite vendredi à l'hôpital Sud. Et puis tout à l'heure, j'enchaîne à la fac aussi pour les étudiants en médecine. Donc je vous propose qu'on y aille. Donc vous avez appris, vous avez peut-être entendu qu'il y a une infection à un nouveau coronavirus actuellement. Donc vous savez, ouais. Donc ce nouveau coronavirus, le virus, il s'appelle comme ça. Hein, on va voir pourquoi c'est le SARS. Covid, tu m'arrêtes si je me trompe, Vincent, c'est plus la maladie provoquée par le virus. Et il y a souvent des confusions. On dit Covid-19, c'est le virus. Non, c'est la maladie provoquée par le virus. Et le virus, c'est le SARS-CoV-2. Et on va voir pourquoi. Alors, en guise d'introduction, il faut que je vous explique un petit peu comment est organisée la prise en charge des maladies infectieuses émergentes et ce que ça implique. C'est vrai que les maladies infectieuses émergentes, contagieuses et potentiellement hautement contagieuses, peuvent avoir deux caractéristiques. Elles ne les ont pas toutes, mais elles peuvent avoir ces deux caractéristiques. Je suis fatigué. Caractéristiques-là, que sont celles de la contagiosité et celles de la gravité. Toutes les maladies contagieuses ne sont pas graves. Toutes les maladies graves infectieuses ne sont pas contagieuses, mais c'est vrai que les maladies infectieuses émergentes peuvent avoir ces deux caractéristiques, et c'est des caractéristiques qu'on a tous en tête. Et ces deux caractéristiques peuvent entraîner plusieurs choses à plusieurs niveaux. Bien sûr, un impact sur la santé des patients et la qualité de vie des patients, bien évidemment, mais un impact sociétal aussi très important, avec des désorganisations très importantes des systèmes de santé, justement du fait des représentations qu'on peut avoir de ces maladies-là dans la société. À titre d'exemple, quand il y a eu l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest, hein, vous vous souvenez, là, au milieu des années 2010, et en fait, les premiers morts de l'épidémie n'étaient pas des morts d'Ebola, en tout cas très peu, c'était essentiellement des morts de paludisme et des morts de mortalité périnatale, des femmes enceintes qui venaient accoucher et qui décédaient, ou leurs enfants qui décédaient nouvellement nés. Pourquoi ? Parce que tous les personnels de santé avaient fui les hôpitaux. Et donc, ça témoigne bien de la désorganisation que ces maladies-là peuvent avoir. Et l'un des premiers messages que je dois vous faire passer et que je souhaite vous faire passer, c'est qu'il ne faut surtout pas que cette épidémie actuelle, enfin on n'est pas encore au stade épidémique, mais cette épidémie potentiellement à venir, désorganise et déstabilise la prise en charge des autres patients. Donc il faut qu'on continue à être tout aussi efficace pour la prise en charge des autres malades, ça c'est particulièrement important. Mais c'est vrai que ces deux caractéristiques que sont la contagiosité, ça marche plus du tout, et la gravité peuvent entraîner un impact très important sur l'organisation des soins et donc avec des conséquences à la fois individuelles pour les patients atteints bien évidemment, mais également collectives. Pourquoi ? Parce qu'on a tous une représentation particulière de ces maladies et c'est vrai que la littérature, le cinéma, la télé, les BD ont
parle de ça en fait, hein, et avec, ça crée des espèces de petits fantasmes. Vous avez peut-être tous vu L'Armée des 12 singes, qui est un super film, hein, mais à la fin, le gars, il ouvre un tube dans un aéroport pendant 20 secondes, et puis il le referme avec un petit sourire narquois, et puis la fin, c'est qu'il y a une pandémie globalisée. C'est pas possible, ça. C'est juste pas possible. D'accord? Donc j'ai beaucoup aimé le film, mais à la fin, moi aussi, j'avais un petit sourire narquois, et comme dame, ma femme me dit: ah, tu fais chier. Voilà. Donc, c'est comme quand elle regarde Grey's Anatomy, par exemple. Mais bon. Mais vous voyez, ça, c'est pas possible, mais au-delà de la blague, c'est plus pour vous montrer qu'on a tous une représentation, et vous, en tant que professionnel de santé, vous avez aussi un travail de remettre les choses au bon niveau. Et c'est-à-dire pas pérenniser ces discours et ces représentations un peu fantasmagoriques et parfois un petit peu irrationnelles. Et au contraire, vous avez le rôle de remettre les choses bien à plat. C'est important parce que même des journaux, alors bon là, enfin BFM TV d'accord, mais même des journaux sérieux, vous voyez, quand il y avait Ebola, bienvenue en enfer, c'est sûr que ça fait peur, ça. C'est pas très rassurant. Et le traitement médiatique de ce genre d'épidémie est très difficile, hein. Il ne s'agit pas de critiquer les médias, comptez pas sur moi d'ailleurs pour ça, mais c'est très difficile parce qu'ils informent la population et ça crée des angoisses, obligatoirement. Et le temps médiatique n'est pas celui de l'explication et de la pédagogie comme on peut avoir ici. Mais quand même, bon, je ne vais pas critiquer les médias, mais il faut savoir aussi que certains professionnels, parfois, peuvent être contre-productifs. Par exemple, vous vous souvenez, il y a eu une espèce d'alerte pour du choléra en Algérie il y a 2 ans. Vous vous souvenez? Il y a eu une épidémie de choléra dans une région d'Algérie particulière qui est arrivée dans un monde globalisé comme l'est le nôtre et dans un monde hyper informé comme l'est le nôtre. Le jour où l'épidémie a été déclarée à 12 heures, j'avais un mail du ministère qui me demandait de leur donner pour 12h02 l'organisation de notre établissement pour l'afflux massif de patients avec du choléra, alors que c'était vraiment dans une région isolée d'Algérie. Et vous vous souvenez peut-être qu'il y avait eu un avion qui avait été détourné sur l'aéroport de Perpignan parce qu'un enfant algérien avait eu une diarrhée dans l'avion. Vous vous souvenez de ça? Donc on avait fait venir un expert. Donc il y a des gens qui se disent experts, tout ça, pour parler de tout ça. Puis on disait, attention, suspicion de choléra en provenant d'Algérie, 147 patients ont été pris en charge à Perpignan. Et puis alors cet expert disait, ah oui, il faut faire très attention, il faut les isoler, etc. Bon, il se trouve que l'avion venait d'une région où il n'y avait pas de choléra. Donc en fait, il n'y avait pas de risque. Puis lui, il est expert, bien sûr, mais il est cardiologue. Donc, vous voyez, c'est difficile de lutter contre ça. Et ça, il faut que vous ayez aussi un esprit critique sur tout ce que vous entendez. D'accord? Et c'est aussi un peu le sens de la formation que je viens faire. Alors, comment une émergence, comment une infection émerge? Quelles sont les situations qui favorisent l'émergence d'une maladie infectieuse? Eh bien, il faut 3 conditions obligatoires. Il faut qu'il y ait un environnement favorable. On va le voir ce que c'est. Il faut qu'il y ait un agent étiologique potentiellement émergents, tous n'ont pas cette capacité-là. Il se trouve que ce nouveau coronavirus a cette capacité-là. Et il faut qu'il y ait un autre susceptible, puisque beaucoup de maladies infectieuses sont ce qu'on appelle immunogènes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quand on a fait cette maladie infectieuse, on ne peut pas la refaire. Si vous avez fait la rougeole, vous ne ferez pas de rougeole. D'accord? Toutes ne le sont pas. Il y a des maladies infectieuses qui ne sont pas immunogènes et on peut les faire plusieurs fois, mais certaines sont immunogènes, comme Ebola par exemple. Alors l'environnement favorable, c'est quoi? Eh bien, il faut que justement, si c'est une maladie immunogène, il faut que les personnes qui vivent dans cet environnement ne l'aient jamais eu, pour qu'ils soient, comme on dit, naïfs de la maladie, qu'il n'ait pas de défense immunitaire face à cette maladie et qu'ils soient capables de la faire. Et il faut aussi que ce soit dans dans une logistique qui participe à la transmission de la maladie. Alors c'est sûr qu'une maladie à transmission aérienne est une maladie qui a plus de potentialité d'émergence parce que c'est certain que la transmission est plus facile qu'une transmission par voie sexuelle, par exemple. Une transmission par voie sexuelle, il faut un contact assez proche, vous êtes d'accord? Alors qu'une transmission aérienne, il faut un contact moins proche. Ceci dit, il faut un contact relativement proche. Ça aussi, c'est quelque chose qui est très important à savoir, c'est que pour être infecté par une maladie contagieuse, il faut effectivement rencontrer un hôte
qui émet des particules contagieuses, en l'occurrence ici des particules virales, mais il faut le rencontrer de façon étroite et prolongée. Pourquoi? Parce qu'il y a ce qu'on appelle l'effet inoculum, la taille, en gros le nombre de particules infectantes qu'on reçoit. Ça n'existe quasiment pas, les maladies infectieuses, il y en a quelques-unes mais rarissimes, ça n'existe quasiment pas les maladies infectieuses où un seul microbe rend malade. Il faut en fait plein de microbes pour rendre malade. Et le plein de microbes, il est corrélé à quoi? Il est corrélé à l'intensité d'excrétion des microbes de la personne malade, et souvent, elle est proportionnelle à l'intensité des symptômes. Je ne dis pas qu'on ne peut pas être contagieuse sans symptômes, hein, mais je dis que la contagiosité est souvent proportionnelle à l'intensité des symptômes, et elle est corrélée à la durée de contact. En gros, moi je suis trop contagieux, je passe devant quelqu'un comme ça, la personne ne risque rien. D'accord? Parce que le temps de contact est trop faible pour que l'inoculum reçu par la personne soit suffisante pour la rendre malade. D'accord? Donc c'est pour ça que le truc qu'on ouvre, le tube dans l'aéroport et on le referme, c'est juste pas possible. D'accord? Et ça, c'est quand même quelque chose de très rassurant, c'est que quand on croise quelqu'un qui est malade, en fait, on ne risque rien. C'est quand on est avec quelqu'un qui est malade qu'on risque quelque chose. D'accord? Ça change beaucoup de choses, notamment pour les professionnels de santé comme nous, on peut croiser beaucoup de personnes, mais si on ne fait que les croiser, la probabilité d'être infecté est infinitésimale. D'accord? Donc voilà les conditions pour émerger. Par exemple, un exemple qui a été très démonstratif, c'était les épidémies de chikungunya dans l'océan Indien, à La Réunion par exemple. On a un environnement favorable. Pourquoi un environnement favorable? Parce que c'est un environnement clos où il y avait une forte densité de population et où il y avait un moustique vecteur. Vous savez que le chikungunya est une maladie à transmission vectorielle par les moustiques. On avait des autres susceptibles parce que le chikungunya n'avait jamais existé à La Réunion, donc ils étaient tous naïfs. Et on avait l'agent étiologique, le virus, qui trouve son bon endroit, pouf, expérimental, épidémie. Brutale. Okay? Donc il faut ces trois éléments-là. Alors les coronavirus maintenant, pour entrer un peu plus dans le vif du sujet, Vincent vous en parlera mieux que moi dans la question dans la partie questions-réponses. On en connaît, hein, on en connaît. Alors les coronavirus, ce sont des virus qui sont d'origine animale, ça c'est toujours le cas, mais il y a certains virus qui sont chez l'homme depuis suffisamment longtemps et qu'on connaissait. Ce sont les 4 premiers que vous voyez ici et qui donnent des maladies virales banales. Hivernales, enfin voilà, et qui donnent souvent des rhumes, quoi. On va la faire simple, pas grave du tout. D'accord? Donc vous avez, je suis désolé de vous l'apprendre, mais tous étaient probablement une fois infectés par un coronavirus. Pas le nouveau. D'accord? Tu mouches d'ailleurs. Voilà. Mais ça, c'est pas grave. Et puis il y avait d'autres coronavirus qui ont émergé, qui ont donné des épidémies importantes. Vous avez le SARS, qui a donné le syndrome de détresse respiratoire aiguë en 2003, hein, qui était en fait un nouveau virus qui venait d'animal et qui est apparu en Chine, là encore, pour provoquer une épidémie mondiale qui a été de courte durée, puisque les mesures de confinement ont très vite permis d'annihiler cette épidémie. Donc ça, c'est bien. C'était un virus qui était moins contagieux que celui-là, mais plus mortel. Donc il s'est très vite arrêté. Le SARS, ça a été la preuve de quelque chose qu'on pensait depuis très longtemps, c'est-à-dire qu'un nouveau virus pouvait diffuser à l'ensemble du monde très rapidement. Et ben ça, c'était le premier virus qui l'a prouvé. Avec nos moyens de transport modernes. Le nouveau le prouve aussi. Puis il y a le MERS coronavirus, qui est un virus qui est toujours présent en Arabie Saoudite, il ne faut pas l'oublier, qui donne maintenant plutôt des épidémies d'ordre saisonnière avec un faible nombre de cas, mais qui peut donner des formes graves, et donc qui est toujours un virus qui est surveillé. Pour la petite histoire, on a dépisté avec l'équipe de Vincent hier un patient pour le nouveau coronavirus parce qu'il était dans la définition des cas, mais il revenait aussi d'Arabie Saoudite, donc on a aussi cherché le MERS coronavirus en même temps pour être sûr qu'il n'avait pas, les deux résultats étaient négatifs. Et puis il y a donc ce nouveau virus qui apparaît. Alors on met toujours une chauve-souris quand on parle des coronavirus. À ma connaissance, ça n'a pas été prouvé, mais Vincent nous dira mieux que ça. On dit toujours une chauve-souris parce que quand on ne sait pas, on dit que c'est la chauve-souris. Mais bon, pour les coronavirus, c'est assez fréquent quand même. Mais à ma connaissance, je ne suis pas sûr qu'on ait prouvé que l'hôte l'hôte principal, l'hôte originel, on va dire, soit la chauve-souris. Et donc, il donne ce nouveau virus. Alors le SRAS, voilà ce que ça avait donné, une petite bouffée épidémique, 8000 cas, 916 décès, 11%. Un taux de reproduction, on va le voir, qui est en fait similaire au nouveau coronavirus. Le taux de reproduction, c'est quoi? C'est que moi, si je suis malade,
combien de malades je vais créer, en gros. D'accord? Donc voilà, c'était un R0 à 2,7. Le MERS coronavirus, voilà, c'est vraiment regroupé en péninsule arabique. On a eu 2 cas en France, malheureusement tous les 2 décédés. On pense qu'il y a pas mal de formes asymptomatiques et le R0 est faible en fait. Hein. C'est un virus qui est peu transmissible. C'est pour ça d'ailleurs qu'il n'émerge pas en pratique. Voilà, ça donne des petites épidémies hivernales. Le MERS coronavirus, et maintenant il va être présent probablement en permanence en Arabie Saoudite avec des petites épidémies hivernales. Alors, ça, c'est une diapositive importante aussi pour comprendre comment on peut diffuser une infection, et c'est très important pour cette maladie-là, actuelle, là, le nouveau coronavirus. Vous avez plusieurs types, finalement, d'épidémies. Soit vous avez une maladie qui est excessivement pathogène, qui rend les patients très malades, et qui les fait décéder beaucoup. C'est l'archétype d'Ebola, en pratique. Et bien, en fait, ce sont des maladies qui diffusent peu, parce que les patients sont très vite identifiés, très vite isolé, et même le patient malade, bah lui, il a du mal à se déplacer parce qu'il est malade. Il est très malade. Donc le patient malade, le transporteur du virus, c'est pas beau de dire ça, mais c'est un peu ça l'idée, et bah, il ne transporte pas loin le virus. Donc ce sont des maladies qui diffusent très très peu. A l'inverse, si vous avez des maladies qui sont très très peu symptomatiques, et bah, finalement on identifie mal les malades, donc on ne peut pas les isoler, et comme les malades sont peu malades, bah, ils peuvent continuer leurs activités de tous les jours. Et donc disséminer le virus s'il se promène et s'il voyage. Et bien, ça peut être un peu ce qui peut se passer avec cette épidémie-là, parce que quand je vais vous le montrer, il y a des formes asymptomatiques de façon assez certaine, et il y a des formes peu symptomatiques, et donc les patients peuvent diffuser la maladie comme ça. Alors après, vous allez me dire, est-ce que c'est grave? Pas forcément si la maladie n'est pas grave du tout, en fait. Mais on va voir les implications pour ça. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est important à connaître pour bien comprendre pourquoi une épidémie peut diffuser. Bah, si les patients sont peu malades, ils diffusent le virus. Si les patients sont très malades, ils ne diffusent pas le virus. Donc une épidémie qui peut être très grave comme Ebola, finalement, elle reste grave localement, mais elle a peu de chances de diffuser. Des épidémies pas graves du tout, bah, elles vont diffuser celle-là parce que c'est pas grave justement. Alors comment on est organisé? Vous savez qu'il y a une organisation nationale sur les maladies infectieuses émergentes avec plusieurs établissements de santé de référence pour ces maladies infectieuses émergentes. Rennes en fait partie. Donc pour la région Grand Ouest, on se partage le Grand Ouest avec Rouen. En gros, nous on fait Bretagne et Pays de Loire. C'est pour ça qu'on a des chambres à pression négative, c'est pour ça que le laboratoire de virologie a des équipements spécifiques, etc. Et en fait, toute la lutte là, contre cette nouvelle épidémie s'est appuyée aussi sur ce réseau-là, qui est déjà efficient. Et pourquoi je vous montre cette diapositive-là? Vous avez peut-être entendu les différentes interviews qui ont été faites par nous-mêmes ou par d'autres collègues infectiologues. Quand on dit qu'on est prêt, c'est pas de l'esbrouf en fait. Il faut être conscient de ça, c'est-à-dire que cette épidémie-là arrive pas sur un terrain vierge. Elle arrive sur une organisation qui est entraînée, qui a déjà vécu l'épidémie d'Ebola, etc., qui a déjà accueilli des patients atteints de maladies infectieuses émergentes, qui est un réseau collaboratif et coordonné. On se parle tous entre nous, avec les autres collègues des établissements de santé de référence. Les équipes des services concernés sont entraînés, ont des entraînements régulièrement, etc. Donc en fait, je vous ai parlé du MERS coronavirus. Le MERS coronavirus, on a des suspicions régulières en fait, qui arrivent dans le service de maladies infectieuses ou en réanimation médicale. On sait faire, ça pose vraiment pas de souci. Donc en fait, cette épidémie-là arrive sur un terrain qui est déjà entraîné et qui est déjà programmé presque pour accueillir ce genre d'épidémie. Je ne dis pas que ça ne crée pas le bazar. Vous l'avez tous remarqué, ça crée un petit peu le bordel quand même. Mais c'est un terrain qui est entraîné et qui est prêt à recevoir ces épidémies-là, avec des plans qui sont à géométrie variable, c'est-à-dire qu'on adapte la réponse à l'intensité de l'épidémie. Il ne s'agit pas de déclencher le plan blanc tout de suite. On a 200 cas en France, sur 60 millions d'habitants. Ça n'a pas de sens. Parce que là, si on faisait ça, ça irait contre ce que je vous ai dit au tout début, c'est qu'on prendrait moins bien en charge les autres patients qui sont finalement beaucoup plus nombreux que ceux victimes de ce coronavirus. Vous voyez? Mais ça peut aller jusqu'au plan blanc. Et toutes les procédures sont écrites et sont réalisées et sont entraînées. Donc c'est vrai qu'on est prêt. Je ne dis pas que ça ne va pas être dur, je ne dis pas que ça ne va pas être fatigant, je peux vous le dire que c'est assez fatigant. Mais pour autant, on est prêt à recevoir ce genre d'épidémie et on sait faire.
Il y a par exemple un guide à la préparation et à la gestion des tensions hospitalières et de situations sanitaires exceptionnelles. Si ça vous intéresse de le lire, il n'y a que 250 pages. Mais pourquoi il y a 250 pages? Parce que chaque situation est détaillée comment faire. Donc c'est quelque chose qui a été coordonné justement. Alors, ce n'est pas que pour le biologique, hein, il y a aussi plein d'autres, il y a le chimique, il y a le radiologique, etc. Mais pour le biologique, ça a été coordonné avec les équipes des établissements de santé de référence, justement, et le ministère. Donc, les procédures existent et sont applicables. Voilà. Avec une réponse qui sera graduée en fonction de l'intensité de l'épidémie. Alors, si on en vient vraiment au vif du sujet, l'infection à SARS-CoV-2 qui donne la maladie qui est le Covid-19. Donc, un petit peu d'histoire. Le 31 décembre 2019, la Chine alerte l'OMS puisqu'il constate la présence de plusieurs cas de patients présentant des pneumonies d'origine inconnue, dans un cas groupé, dans un contexte très précis qui était celui d'un marché aux fruits de mer dans la ville de Wuhan. Et donc, il déclenche l'alerte. Le lendemain, 1er janvier, ce marché est fermé. Et en fait, le 9 janvier, on va documenter l'existence d'un nouveau virus qui va se révéler être un coronavirus qui était déjà assez fortement suspecté. Donc l'apparition dans la population humaine d'un virus d'origine animale qui n'était pas connu jusqu'alors. Le 30 janvier, vous savez que l'OMS déclare qu'on est en urgence sanitaire à risque international. Et puis depuis, tout est parti comme ça. Alors ça, c'est une diapositive un peu scientifique, je m'en excuse. C'est juste pour vous montrer que ça, c'est quoi ces trucs-là? C'est ce qu'on appelle les arbres phylogénétiques. En gros, c'est pour ça. C'est comme l'arbre généalogique des virus. Vous savez, si vous faites un arbre généalogique, vous descendez de vos parents et vous êtes assez proche de votre père, de votre frère et de votre sœur, mais plus éloigné par contre de votre cousin. Vous êtes d'accord? Et bien pour les virus, on fait pareil. On fait des arbres généalogiques. Alors, ce n'est pas exactement la même chose qu'ils ne se reproduisent pas comme ça, mais en fait, c'est de savoir d'où viennent les virus, s'ils sont plus proches les uns des autres. Et ce qu'on voit avec ce nouveau coronavirus, c'est qu'en fait, il est proche du SARS, celui de 2003. Et il est assez loin, comme vous pouvez le voir ici, des coronavirus humains. Vous savez, les 4 qui donnent les rhumes. Vous voyez qu'il est assez loin de ces virus humains. Et il est assez loin également du MERS coronavirus, qui est celui qui est de la péninsule arabique. Donc c'est pour ça qu'on l'a dit, c'était le deuxième SARS. Parce que c'est un virus très proche du premier SARS. D'accord, ça va? Donc voilà, c'est les arbres généalogiques des virus, quoi. Alors, si on compare l'épidémie du nouveau coronavirus aux autres, et ça c'était une courbe épidémique qui est assez démonstrative, je trouve, c'est ce qui se passait en Chine. Ils ont comparé le nombre de cas, la dynamique d'apparition des nombres de cas du SARS, que vous avez ici. Alors SARS ou SRAS, je vais dire les mêmes choses parce que c'est soit en français, soit en anglais, mais ça veut dire la même chose. Et du nouveau coronavirus, on voit que le nombre de nouveaux cas a augmenté beaucoup plus vite que les autres épidémies au préalable. Et ça, c'est vraiment une caractéristique de cette épidémie. Et ça nécessite tout ce qui est mis en place actuellement pour essayer de la contrecarrer et de la limiter au maximum. Parce qu'on voit effectivement que c'est une épidémie qui, si on la laisse faire, pourrait être vraiment galopante. Donc il faut faire quelque chose et il faut réagir et essayer de la contrecarrer. Le taux de létalité, si on compare le Covid par rapport au SRAS, SRAS c'était 10%, le SARS-2 c'est 2,3% à Wuhan et on a l'impression qu'en dehors on est, ça demande à être affiné, mais un peu moins de 1% de mortalité. Donc c'est pas négligeable, c'est un virus qui a une mortalité non négligeable. On le compare souvent, on dit... si vous faites Google Actualité, c'est quoi la différence entre le Covid et la grippe? La plus grande différence, surtout, c'est que c'est quand même un peu plus mortel que la grippe, quoi. C'est surtout ça. Donc, c'est un virus important qu'il faut contrôler, mais la mortalité, quand même, reste faible sur l'ensemble des malades. Et quand on dit 0,7 à 1% de mortalité, c'est la mortalité chez les patients symptomatiques. Or, probablement qu'il y a une plus grande et une très grande proportion de personnes qui sont porteurs du virus sans symptômes. Donc si on arrivait à identifier tous les porteurs du virus, on serait à une mortalité nettement moindre. Puisque, alors j'avais lu, mais je n'ai pas remis à jour, il y a une semaine, je ne sais pas si, Vincent tu me corriges si je me trompe, mais j'avais lu que les projections, c'était probablement 10% de personnes symptomatiques. Je ne sais pas si tu avais ça, moi j'ai vu ça dans un papier, un édito la semaine dernière, mais je ne sais pas si ça... Alors c'est des projections, c'est des calculs, je ne suis pas sûr que ça ait une valeur scientifique précise. Ce qu'il faut surtout retenir, c'est que probablement il y a plus de formes asymptomatiques que de formes symptomatiques. D'accord ?
Alors où on en est actuellement, la situation de ce matin, il y a 90 000 cas, dont 80 000 en Chine, 3 100 décès, dont quasiment 3 000 en Chine. C'est la situation actuelle après 3 mois d'épidémie, puisque finalement elle a commencé en décembre. Voilà où on en est, et à peu près tous les pays, enfin beaucoup de pays ont déclaré des cas. Bien sûr, il y a des pays qui n'ont pas forcément les techniques qui permettent de déclarer les cas, donc les données sont à prendre avec précaution, mais en gros 90 000 cas, dont 80 000 en Chine et 10 000 hors de Chine surtout. Alors, quelle est la caractéristique clinique de cette maladie-là? Donc, il y a plusieurs publications qui sont sorties. Donc là, c'est cette première publication qui s'intéressait aux 425 premiers cas, âge moyen de 59 ans, autant d'hommes que de femmes en gros. L'incubation moyenne, c'est 5 jours. Donc c'est une incubation relativement courte. On va jusqu'à 14 jours pour éliminer la possibilité. Quand vous êtes en contact, on va jusqu'à 14 jours. Et à partir de 14 jours, s'il ne s'est rien passé, on sait qu'il ne se passera rien. 14 jours, on se donne énormément de sécurité. Énormément de sécurité. Vraiment, c'est une incubation qui est plutôt de l'ordre d'à peine une semaine. Mais c'est normal qu'on se donne des sécurités. Les caractéristiques de l'épidémie doublait à l'époque en 7 jours. Si quand même, ça va vite. Vous avez 2 fois plus de cas 7 jours plus tard. Intervalle entre 2 générations, c'est pareil. Et le taux de reproduction, comme je vous disais, c'est 2,2. Donc un patient va créer 2 patients. Si on regarde sur la gravité, vous aviez une autre publication qui comparait, qui regardait ici tous les patients et ici ceux hospitalisés en réa et qui était comparé à ceux qui n'étaient pas hospitalisés en réa. ICU, c'est les unités de intensive care, enfin de soins intensifs, donc c'est la réa en fait. Et ce qu'on voit, c'est que c'est vrai que un facteur de risque de faire une forme plus grave, puisque finalement être hospitalisé en réa est un marqueur de la gravité, c'est l'âge. Ça touche plus les personnes âgées, les formes graves, que les jeunes. Hommes et femmes, il n'y a pas beaucoup de différence. Et vous voyez aussi sur la dernière ligne ici que ce sont surtout des patients qui ont ce qu'on appelle des comorbidités, c'est-à-dire ils ont des insuffisances cardiaques, ils ont des insuffisances respiratoires, ils ont du diabète, ils ont de l'insuffisance rénale. C'est-à-dire que ce n'est pas des patients en parfaite santé. Donc en gros, ça c'est là aussi un marqueur fort, c'est que la gravité survient surtout chez des patients plus âgés et qui ont plus de comorbidités. Ça ressemble quand même beaucoup à la grippe, ça, pour le coup. D'accord ? Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire une forme sévère si on n'a pas de comorbidité, mais ça veut dire que cette probabilité-là est très, 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 très faible. OK ? Il est possible d'avoir des contaminations chez les personnels de santé, d'où l'importance d'avoir des mesures de protection. On en reviendra, les mesures de protection doivent être raisonnées, c'est-à-dire qu'elles doivent être associées à des données scientifiques en sachant est-ce que c'est utile de faire cette mesure de protection ou est-ce que c'est inutile. Quelles sont les mesures qui sont particulièrement efficaces pour lutter contre la transmission, on va le savoir. Et là, ces transmissions, c'était une publication chinoise, était surtout au niveau de l'hôpital de Wuhan au moment où il a été débordé, puisqu'il n'y avait plus de mesures de tenue de protection, de masques, tout bêtement. Et donc c'est là où il y a eu des personnels de santé qui étaient contaminés. Mais une fois que l'hôpital fonctionne de façon optimale, là, et que les personnels se protègent, la probabilité de transmission reste bien sûr excessivement faible. Ils ont quasiment tous de la fièvre. Mais attention, elle peut survenir elle peut pas être immédiate. C'est-à-dire que les premiers symptômes, ce n'est pas forcément de la fièvre. Mais souvent, à 48 heures, ils en ont. Donc si au-delà de 48 heures d'apparition des symptômes, il n'y a toujours pas de fièvre, la probabilité que ce soit ça est quand même assez faible. Sinon, les autres signes, c'est pareil. Autre publication un peu plus récente qui prenait les 72 000 premiers cas. Ça, c'est quand même pas mal. Et regardez, donc, sur là où ils avaient toutes les informations, donc il n'y avait que 44 000 cas où ils avaient toutes les informations complètes pour permettre d'analyser finement les choses. On voit, voilà la répartition. Il y a quelque chose de très important, c'est ça, regardez. Vous avez vu ? Il y a seulement 2% des cas qui touchent les enfants. Ça veut dire quoi ? En fait, ça veut dire que les enfants, ils doivent être touchés. Mais en fait, dans l'immense majorité des cas, ils sont complètement asymptomatiques. C'est ça que ça veut dire. Mais là, le parent que je suis, moi, quand j'ai vu cette publication, m'a quand même rassuré, c'est au moins mes mômes, ils ne risquent pas grand-chose. Et ça, c'est vraiment très vrai. C'est quand même très rassurant. Il n'y a pas de mortalité chez l'enfant. D'accord ?
Et sinon, bah, vous voyez que c'est essentiellement le middle age, on va dire. Autre chose importante, regardez, c'est ça, le spectre de la maladie. Ici, là, vous avez mild, en fait c'est modéré. Modéré, c'est défini comment? En fait, c'est des patients qui ont des symptômes, certes, mais en temps normal, si ce n'était pas ce virus-là, bah, ils seraient traités en ville. Ils ne nécessiteraient pas d'être hospitalisés. Sévère, ici, c'est des patients qui ont des symptômes qui sont suffisamment sévères pour être hospitalisés en service classique. Et critical, c'est ceux qui sont hospitalisés en réa. Et bien vous voyez que 81% des patients qui sont symptomatiques, en fait, n'ont pas besoin d'hospitalisation. Donc ça veut dire qu'ils ne sont pas graves du tout. 15% doivent être hospitalisés et seulement 5% nécessitent de la réanimation. Donc encore une fois, si on estime qu'il y a plus de patients asymptomatiques que de patients symptomatiques, que si on est symptomatique, on a 80% de chances d'avoir une forme bénigne et qu'on n'a que 5% de faire une forme grave, vous imaginez la probabilité d'être inquiet. Enfin, pourquoi sommes-nous inquiets en pratique? C'est des chiffres qui sont très importants à connaître puisque ça relativise énormément les choses. Nous, on a énormément d'appels en disant, bah voilà, moi je suis passé à Auray en voiture et je me suis arrêté pour uriner sur le bord de la route et là je tousse, quoi. Non mais je plaisante même pas, hein. Je plaisante même pas, quoi. Alors là je le prends à la rigolade, quand c'est à 4 heures du matin, c'est un peu... Enfin, moi ça va, mais ma femme, elle aime moins. D'ailleurs, cette nuit, j'ai dormi... enfin bon, je vous... c'est un autre problème, ça. Enfin non, c'est pas un problème, mais... tout va bien, rassurez-vous, tout va bien. Non, mais ça, c'est des chiffres qui sont très importants à connaître, puisque, voilà, il faut relativiser les choses, quoi. Si j'ai rencontré quelqu'un qui est malade, j'ai plus de probabilité d'être asymptomatique. Et puis si je suis symptomatique, j'ai beaucoup plus de probabilité d'être bon, bah, je vais être à la maison pendant une semaine, voilà. Bon, voilà. Et donc vous voyez, ça relativise énormément les choses. Et quand je vous disais que c'est à vous aussi en tant que professionnel de santé de pas de casser finalement les discours un petit peu irrationnels qu'on peut attendre, ça c'est des chiffres sur lesquels vous pouvez vous appuyer, quoi. Je suis pas en train de négliger cette épidémie mais voilà, il faut la regarder de façon factuelle. D'accord? Alors le problème, c'est que c'est vrai que si on fait rien, si on n'arrive pas à contrôler les choses, on aura un nombre de patients très élevé. Et même 14%, parce que ce sont ceux-là à l'hôpital dont on devra s'occuper. Si vous avez 200 000 patients qui sont malades, je dis n'importe quoi, hein, bah 14%, ça va être un problème pour les accueillir, en plus des autres. Vous voyez ce que je veux dire? Donc la gravité, en fait, elle n'est pas individuelle, elle est populationnelle. Moi, si je suis infecté par le SARS-CoV-2, là, bon, bah, tant pis. Je ne serais pas inquiet, c'est pas très grave. Je serais inquiet pour mes collègues qui resteront sur le pont, par contre, mais pour moi, pas très. Mais par contre, à l'échelle d'une population, là, c'est grave. Ça, c'est très important de comprendre cette distinction quand on parle de maladies infectieuses contagieuses et émergentes. On prend deux éléments. On prend l'individu. Est-ce que quand j'ai un individu malade, je suis inquiet ou pas? Et on prend la population. Et les choses ne sont pas forcément identiques, hein. C'est pareil pour la rougeole. La rougeole, individuellement, le risque de faire une forme grave, c'est rien du tout. Mais si on ne vaccinait pas contre la rougeole tous les enfants, il y aurait entre 4 000 et 8 000 morts par an. Vous voyez? Et bien là, c'est pareil. Là, c'est pareil. Individuellement, ce n'est pas très grave. Donc, quand vous voyez un patient, d'ailleurs, les patients qu'on a, ils ne sont pas inquiétants, hein. Pas du tout, hein. Vous pouvez les rassurer. Par contre, tous autant qu'on est là en tant que professionnel de santé, il faut vraiment qu'on se tienne les coudes et qu'on travaille pour faire coûte que cette épidémie ne diffuse pas trop. Puisque si elle diffusait, là, il y aurait un retentissement sur l'ensemble de la population qui serait important. Vous voyez la différence? Et moi, quand on voit ça, c'est quand même vachement intéressant parce qu'on se dit que, bon, individuellement, c'est pas très grave, mais c'est important pour la population. Et ben, c'est chouette ce qu'on fait, quoi. Entre tous autant qu'on est là, d'essayer de contrecarrer cette épidémie et d'essayer de la limiter, c'est vachement important. Et on a un rôle très important, tous autant qu'on est, à chaque échelon qu'on est, pour essayer de lutter contre cette maladie. OK ?
Alors la mortalité, on l'a vu, hein, dans cette publication, c'est 2,3% et c'est clairement corrélé à l'âge, hein, vous l'avez vu. C'est clairement corrélé à l'âge. Et encore une fois, je n'ai pas le montré parce que ce n'était pas sous forme de tableau, mais dans cette publication, enfants de moins de 15 ans, 0% de mortalité. Voilà. Ça, c'était une autre publication que je trouve très intéressante. Alors, regardez pas le tableau, si ce n'est les 3 dernières lignes où c'est marqué no partout. En fait, les auteurs, pendant les 2 premiers mois, ils ont essayé de recenser les enfants de moins de 1 an qui étaient infectés. Ils n'en ont trouvé que 9. À l'époque, en Chine, il y avait 75 000 cas. Ils n'ont trouvé que 9 enfants de moins de 1 an infectés. Parce qu'en fait, les autres, ils n'ont aucun symptôme. Et est-ce qu'ils avaient des signes de gravité? Aucun. Donc là, même chez les nouveau-nés, c'est pas grave. Ça, c'est très rassurant. Alors, que faire pour lutter contre cette maladie? Vous avez tous entendu parler qu'on était passé en phase 2. C'est vrai que ce genre de discours, quand on dit comme ça à la population, attention, on passe en phase 2 en épidémie, on ne sait pas ce que ça veut dire. Si ça se trouve, il y a 18 échelons dans l'échelle, parce qu'ils ne disent pas. Mais ils disent il y a phase 2, donc ça fout les jetons, ça augmente, etc. Bon. Alors, qu'est-ce que c'est que ces phases? Voilà, c'est les phases épidémiques qui sont toutes les mêmes. Vous avez 4 phases. La première, c'est l'introduction du virus dans un biotope. La deuxième, c'est la diffusion sur ce même territoire de ce virus. La troisième, c'est la vraie épidémie, c'est-à-dire que le virus diffuse partout. Voilà. Et puis la quatrième, bah, c'est que ça s'arrête, quoi. Parce qu'une fois que tous les patients qui devaient être infectés ont été infectés, bah, ça s'arrête. D'accord? Donc nous, on est où? On est là. OK? Alors, est-ce qu'on va arriver à la phase épidémique, probablement parler, phase 3? On fait tout pour que ce ne soit pas le cas. Et ce qu'on fait là actuellement, qui peut paraître démesuré, en fait, ne l'est pas. Et puis surtout, qui peut être source d'angoisse au fond de la population. C'est vrai, mettez-vous à la place de la population. On entend à la télé, on voit dans les journaux, que tous les hôpitaux se mettent en ordre de marche, font plein de trucs, isolent les malades, etc. Ah bah si on fait tout ça, c'est que c'est grave. Encore une fois, ce n'est pas grave individuellement. C'est pour éviter un impact important sur la population. Donc en fait, pour l'instant, ce n'est pas grave. Même pour la population, au stade populationnel, on est à un moment où ce n'est pas grave. Mais l'idée, c'est de pas arriver là. C'est tout. Et donc tout ce qu'on fait là, tout ce que vous faites là, c'est d'essayer d'endiguer l'épidémie pour qu'on n'arrive jamais au stade épidémique. Peut-être qu'on peut y arriver. Peut-être qu'on n'y arrivera pas, mais si on n'y arrive pas, on a des plans pour accueillir les malades, on le fera. Mais l'idée, vraiment, l'objectif, c'est qu'on n'y arrive pas. Donc pour faire ça, il faut identifier les malades. Il y a des définitions, bien sûr je vous ai mis cette diapositive illisible, vous ne la lisez pas, c'est juste pour vous expliquer qu'il y a des critères diagnostiques. Les critères diagnostiques sont compliqués. Donc comme les critères diagnostiques sont compliqués, ça veut dire quoi? S'il faut qu'il nous demande, c'est que quelqu'un qui suspecte un cas, il faut nous demander un avis. Ça demande une expertise, et donc nous on va appliquer cette définition, mais on ne retiendra l'hypothèse d'une possibilité d'infection à SARS-CoV-2 que si des gens experts disent que c'est une possibilité. Donc les gens experts, c'est nous, c'est les virologues, c'est les réanimateurs médicaux. Tout médecin prenant en charge un patient potentiellement suspect doit en référer au 15, et le 15 va réguler. Déjà, les collègues du SAMU ont une grande expertise dorénavant pour savoir faire le tri, mais quand ils ont un doute, ils nous appellent et on fait le tri ensemble. Et s'il y a une prise en charge, s'il y a un cas est retenu possible, on va le prendre en charge pour l'instant, soit en hospitalisation s'il a des critères d'hospitalisation d'emblée, avant même d'avoir le diagnostic. S'il n'a pas de critères d'hospitalisation avant d'avoir le diagnostic, on va le prendre en charge dans notre structure de prise en charge ambulatoire qui a été mise en place sur l'établissement. Et on va faire le test avec un point avec l'ARS. Donc la protection. Les protections standards, on les a mis là parce que c'est très important. Le premier échelon de lutte contre les maladies infectieuses contagieuses, c'est les précautions standards. C'est les règles d'hygiène de base, c'est-à-dire les solutions hydroalcooliques, le bio-nettoyage, etc. Ça, c'est très, très, très important. Et déjà, si on applique ça, on limite énormément l'impact épidémique. Après, il y a des protections spécifiques et dorénavant, c'est pour les patients, pour les personnels qui sont en charge de patients prouvés de façon certaine. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va aller les voir régulièrement, très souvent, et qu'on va augmenter le temps de contact entre le professionnel et le patient. Or, vous vous souvenez que le risque de contagiosité, il est aussi corrélé à la durée d'exposition.
Ça va? Donc c'est normal qu'un professionnel qui est exposé de façon prolongée aux malades ait de mesures de protection plus renforcées que les professionnels qui ont une durée d'exposition brève. Puisque les protections qu'on utilise ont un effet à la fois immédiat, c'est-à-dire est-ce qu'ils filtrent plus, mais ils sont aussi un effet qui se modifie dans le temps. D'accord? Au début c'est bon, et puis plus ça va, moins c'est bon. Donc les personnels qui sont en contact avec les patients, ils sont des procédures de protection un peu plus élevées, qui sont les masques FFP2, des surblouses, et puis des lunettes en visière essentiellement. Pour illustrer un petit peu ce que je vous ai dit tout à l'heure, un petit jeu. C'est sur le MERS coronavirus. Il y a eu une épidémie en Corée parce qu'il n'y avait pas eu le MERS coronavirus, vous savez, c'est celui de l'Arabie Saoudite, là. Il y a eu une épidémie en Corée. Alors, ceux qui m'ont déjà eu en cours sur ça, je vous prie de vous taire. Mais les autres, est-ce que vous pouvez me dire, en regardant ça, il y a eu des personnes, ou une ou des personnes qui ont été contaminées par un patient avec un MERS coronavirus qui est arrivé dans un service d'urgence coréen. Vous avez le fait que les personnels aient un masque et vous avez la durée d'exposition là. Alors, qui a été infecté? Celle-là? Celle-là? Celui-là, là? Et elle, là? Là? En fait, il n'y a que lui. C'est ce que je vous disais, c'est la durée d'exposition. D'accord? Donc cette personne-là qui n'avait aucune mesure de protection, qui a été en contact qu'une minute, vous voyez ce que je vous disais, c'était l'effet inoculum. Alors, où en est la dynamique de l'épidémie? Donc quand on voit cette courbe-là, ça c'est une courbe que j'ai prise sur le CDC, c'est vrai que ça augmente. Mais regardez, ça c'est la Chine. Et ça écrase tout parce que les échelles ne sont pas du tout les mêmes. Hein. Là c'est 4000 le maximum, là c'est 90 000. En gros, si vous intégrez ce diagramme-là à celui-là, on ne le voit pas. Et bien ça, moi je trouve ça très rassurant. Pourquoi? Ça stagne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les mesures de confinement qui sont mises en place, qui ont été mises en place en Chine et qui sont en fait les mêmes qu'on utilise actuellement dans les hôpitaux, eh ben ça marche. Oui. Alors ça, là aussi, je pense sincèrement que c'est du fantasme. Pourquoi? Parce que la Chine a tout à perdre à cacher ses chiffres. Mais alors, tout. Ils l'ont fait pour le SARS. Ça, il n'y a pas de souci. Ils se sont fait sérieusement engueuler à ce moment-là. Depuis le SARS, et puis je vous passe les détails, mais en 2003, il y a un autre virus qui était le virus de la grippe aviaire qui est apparu, qui tuait 60% des gens. Donc ça a un peu inquiété les gens quand même. Depuis 2003, il y a des programmes de protection et de lutte contre les maladies infectieuses émergentes. Et la Chine participe très activement à ce programme-là. Pourquoi? Parce qu'on sait que la Chine est un bassin très important d'émergence. Ils ont tout à perdre parce qu'ils savent qu'on saura que c'est eux, si jamais ça diffuse. On le sait. S'ils trichent sur leurs chiffres, ils savent qu'on saura au bout d'un moment. Et puis même d'un point de vue scientifique, ça leur permet de faire des publications dans les plus grandes revues scientifiques en étant tout à fait transparent. Donc il y a un côté soft power, et vous savez que la Chine aime beaucoup ça, qui est très puissant. Grâce à ça, les virologues chinois sont devenus parmi ceux les meilleurs au monde. Ils font des publications qui sont excellentes dans des revues vraiment de très grande qualité auxquelles ils n'avaient pas accès auparavant. Et donc ils ont tout à perdre. Alors, peut-être qu'il y a un peu de tricherie à certains endroits. Peut-être. Peut-être. Il ne faut pas être complètement naïf non plus. Pour autant, hein? Oui. Mais non. Ils ont voulu le cacher. Oui. Mais premièrement, j'ai envie de vous dire, personnellement, et avec les informations qu'on lit, j'en sais rien. J'en sais rien. Il faut voir qu'entre le 1er décembre et le 31 décembre,
il y a eu une vingtaine de cas de pneumonie dans une ville de 60 millions d'habitants. Il y a eu ça. Et puis, entre le 20 et le 31, il y en a 10 de plus, donc ça fait 40. Il y a eu 40 cas de pneumonie inconnus dans une ville de 60 millions d'habitants. Est-ce que nous, à Rennes, 210 000 habitants, nous sommes capables d'identifier la survenue de 44 pneumonies inconnues en un mois, en période hivernale? Bon, eux, c'était pas la période hivernale, mais je sais pas. Hein. Donc, oui, il a dit une alerte. Après, je ne sais pas du tout ce qui s'est passé. C'est-à-dire, imaginez que moi, j'appelle l'ARS un jour, j'ai dit, bah, sur le dernier mois, on va prendre les proportions hein, de 60 millions d'habitants, j'ai eu 3-4 pneumonies non documentées, dis donc. Donc l'ARS va me dire merci pour votre appel. Non, mais ils vont le noter. Mais c'est un signal qui n'est pas un signal fort. Donc, il faut quand même se rendre compte des proportions. Donc, je ne sais pas si ça a été étouffé. Mais le scientifique que je suis, 40 cas de pneumonie non documentés dans une ville de 60 millions d'habitants, bah moi, je trouve qu'ils ont gazé, les gars. Non, ça vous... Je trouve qu'ils ont gazé, quoi. Je ne sais pas, peut-être. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a aucune données fiables qui nous disent, qui nous cachent des histoires. Donc, pensons, il ne s'agit pas d'être naïf, mais il s'agit aussi de ne pas voir le mal partout non plus. Donc ça, moi, je trouve ça très optimiste. Alors, les traitements, il y a eu des essais, mais de nouveaux médicaments pour d'autres virus, proches. Mais en gros, on n'a pas de traitement pour l'instant qui soit vraiment documenté sur ce virus-là. Donc en conclusion, avant de passer aux questions et réponses, c'est une nouvelle épidémie qui s'étend effectivement rapidement, qui donne des syndromes respiratoires aigus. Il y a des formes graves, surtout si comorbidité, mais qui sont faibles en termes de fréquence. Elles semblent parfaitement bénignes chez l'enfant. Et puis nous avons des armes. Vous avez vu que le confinement, ça marche. Le programme de lutte mis en place, c'est des choses qui sont très efficaces. On a tous un rôle à jouer là-dedans. Moi, je trouve ça, alors c'est peut-être parce que je suis infectiologue, mais ça vaut le coup, quoi. Ça vaut vraiment le coup d'essayer de contrecarrer au maximum cette épidémie. Finalement, c'est un enjeu qui est majeur et c'est pas tous les jours, finalement, qu'on peut être aussi utile à l'ensemble de la population. Voilà, c'est les professionnels qui vont y arriver pour ça. Est-ce que vous avez des questions ? Donc, je vous propose qu'on passe, donc on va être plusieurs à pouvoir vous répondre sur des questions d'hygiène, là je passerai la main à Mary Moulin, sur les questions virologiques, là Vincent Thibault répondra à ma place, sur les questions organisationnelles, etc. On peut vous répondre. Et l'idée c'est que vous osiez poser toutes les questions. Ouais. Je vais transmettre, je vais traduire. Vas-y. Il n'y a pour l'instant pas de raison d'aller dans ce genre de direction. La question c'était, il y a des concerts qui sont maintenus aux libertés. Bon, ça dépend de quel concert. Mais au-delà de ça, on est dans une situation qui ne justifie pas actuellement d'arrêter des événements. On a un nombre de cas qui reste très modeste. Donc il faut que notre réponse soit graduée. Et la réponse est actuellement graduée. Et moi, ça ne me semble pas logique que pour l'instant, on arrête des événements comme ça. Et moi, si j'avais un concert qui me plaisait, j'irais. Ouais. Oui. Oui, s'il vous plaît. Oui. Oui, bonjour. Guy Catlino, Centre de soins dentaires. Moi, j'avais une question d'abord pour vous remercier pour cette présentation qui est très claire et pragmatique. J'avais 2 points. Le premier, vous avez dit tout à l'heure que vous faisiez l'information aux étudiants de médecine. La question, c'est que j'ai 270 externes et internes. Et je pense que ça aurait été bien s'ils aient aussi eu peut-être ces explications qui sont
Rassurante parce qu'il y a aujourd'hui dans les couloirs du centre de soins, par rapport au fait qu'ils soignent des patients pendant plusieurs heures et dans leur bouche avec la salive, une certaine anxiété. La question que je vais vous poser, c'est la suivante. On a reçu le 2 mars, donc lundi, un courriel de la présidence de l'Université de Rennes, dont vous avez sûrement peut-être entendu parler, et ce courriel indique qu'il répète les informations du ministère et qu'ils disent que globalement, si des praticiens ou des étudiants ont séjourné dans les 3 communes du Morbihan, alors ils ne peuvent pas se rendre sur les campus. Donc ma question est, aujourd'hui ils ne peuvent pas se rendre sur le campus, mais ils peuvent venir à l'hôpital, ce qui fait que globalement, on voit bien la difficulté dans la communication. Donc moi, j'aimerais bien avoir quelle est votre position, de manière à ce qu'on puisse avoir une position commune, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas tout à fait clair et ça génère des angoisses. Donc il y en a un certain nombre qui disent « Oh là là, moi j'ai fait une fête dans le Morbihan, alors je suis obligé de leur demander où est-ce qu'ils ont fait la fête. Et si c'est une fête qu'ils ont fait à Vannes, je leur dis « C'est pas grave. S'ils ont fait la fête à Carnac ou à Crac, qu'est-ce que je leur dis ?» Alors, pour une information aux étudiants de la fac dentaire, je suis bien sûr à votre disposition. Je redoutais un petit peu votre question, je ne vous casse pas, monsieur Catlino. En gros, c'est le doyen Bélissan qui m'a demandé de faire la formation. Donc j'ai dit oui. J'ai dit oui, quoi. Il y a un problème de place, en fait, tout bêtement, parce qu'on s'est posé la question d'élargir à pharmacie dentaire. Et en fait, on n'avait pas de place, parce que l'amphi Marcel Simon va être plein déjà. Non, mais je peux la refaire. Après, c'est mon emploi du temps qui est compliqué. Et puis, effectivement, on a filmé cette formation-là qui peut être diffusée et utilisée à la fois pour les facultés, mais je suis à votre disposition, bien sûr, pour en refaire. J'arriverai sans doute à trouver un moment pour le faire. Ouais. Pour répondre à votre question, j'ai eu aussi ce document de la présidence. C'est compliqué parce qu'en même temps, il y avait un document de la DGS qui disait que le rapport risque-bénéfice était que les personnels de santé qui avaient été dans les zones à risque, il valait mieux qu'ils retournent au travail quand même pour ne pas occasionner une déstabilisation importante du système de soins, quitte à ce qu'ils mettent un masque chirurgical pour faire les soins. Or, vous avez une particularité aussi à la fac dentaire, c'est que les étudiants dentaires ont une grosse activité de soins. Ce qui n'est pas forcément le cas pour d'autres facultés, des carrières de santé. Et donc moi, pour vos étudiants, ça ne me semble pas légitime qu'ils n'aillent pas à l'hôpital ou au centre de soins dentaires en l'occurrence, sous réserve qu'ils mettent un masque, mais finalement ils ont souvent des masques, vos étudiants, pour avoir été patients au centre de soins dentaires, super d'ailleurs. Voilà, ils ont toujours des masques. Moi, ça ne me choque pas du tout parce que le rapport risque-bénéfice par rapport à la déstabilisation des soins, encore une fois, il ne faut surtout pas que cette épidémie nuise à la santé des patients. Après cette incohérence de communication, je la subis plein fouet, parce que dimanche, il y a eu 3 messages de 3 entités différentes qui disaient 3 trucs différents. Je la subis. Hier, je vous passe les détails, mais j'ai passé une bonne partie de ma matinée à me faire insulter au téléphone à cause de ces directives-là. Alors que je n'y suis pas pour grand-chose. Bon, c'est à nous de les adapter, je pense, localement. Nous, localement, on a fait une adaptation de ces trucs-là en prenant ce qui nous intéressait dans chaque. Finalement, ce qui était faisable, pragmatique, encore une fois. Vous avez utilisé ce terme-là, mais c'est un maître mot. Et moi, je pense pour le centre de soins dentaires, ça ne me paraît pas légitime que vos étudiants ne viennent pas au centre de soins dentaires s'ils n'ont pas de symptômes. Ils ont un masque chirurgical quasiment tout le temps. Là, il faut qu'ils le gardent tout le temps. Par contre, il faut penser à le changer toutes les 4 heures. Amélie, 4 heures 3 heures. J'ai faux. Toutes les 3 heures. Ça, c'est des choses qu'on peut oublier de faire, par contre. Et ça, c'est un message important, de le changer toutes les 3 heures. Et puis, solution hydroalcoolique, quoi. Il y avait une question d'Alice là-bas, ouais. Donc, merci beaucoup de ta question. C'est une adaptation du document Mars, qui sont les messages d'alerte pour des réponses sanitaires urgentes du ministère qui est arrivé dimanche, qui est inapplicable puisqu'il se contredit d'une ligne à l'autre. Donc on a pris le parti ici avec les collègues de l'adapter. En fait, l'idée, c'est que je vous ai parlé des définitions des cas. Vous vous souvenez ?
Mais on sait aussi que la maladie a une palette de symptômes qui est très divers. Et il est probable que si on ne tient compte que des définitions des cas, on loupe des patients atteints de ce virus-là, on le sait. Il y a deux façons de faire dans ces cas-là. On isole tout le monde au maximum. Ce n'est pas faisable, notamment parce qu'on le sait, toutes les publications scientifiques le disent, et vous êtes bien au courant de ça, dans votre pratique de tous les jours, c'est quand un patient est isolé, il est moins bien pris en charge. Donc là, si on faisait ça, cette épidémie aurait un impact négatif sur la prise en charge des autres malades. Donc ce n'est pas une bonne option. L'autre solution, c'est de ne faire que les cas possibles et de rien faire ailleurs. Bah là, le problème, c'est qu'on sait qu'on va en louper, puisqu'on peut être assez prochainement au début de l'épidémie, c'est possible, et donc surtout à ce moment-là, pour l'instant, ce n'est pas un problème, mais si on arrive malheureusement au début de l'épidémie, on risque d'en louper, et donc on risque d'être exposé à des patients qui n'ont pas été identifiés comme étant possibles, mais qui sont porteurs du virus, et donc avec un risque pour le personnel. Donc la bonne position intermédiaire, c'est quand on est devant un cas certain, et qu'on va le prendre en charge de façon longtemps, prolongée, ou qu'on va faire des prélèvements respiratoires, etc., on se met en protection complète, c'est-à-dire le masque FFP2, une charlotte, une lunette et une blouse, une surblouse, éventuellement protégée d'un tablier blanc si on fait un soin mouillant pour être imperméable. En dehors de ces situations-là, il faut protéger les éventuels cas qui ne répondent pas aux définitions. Et comme ça donne des syndromes respiratoires aigus fébriles, et tout patient qui a une pneumopathie fébrile non documentée, qui n'est pas autre chose, on les met en protection gouttelette et contact. Comme ça, on est sûr de se protéger, puisqu'on sait que le masque chirurgical est en fait très protecteur face à ça. Donc ça nous permet, je finis juste, ça nous permet de ratisser plus large. Les patients qui ont une pneumonie non grave, qui sont isolés en protection gouttelette, ça ne les évite pas de sortir. Si tu as des critères de sortie de l'hôpital, ils rentrent à la maison comme ça, et ils peuvent même être en chambre double, les deux étant en protection gouttelette. Ça demande un peu de logistique, parce qu'à ce moment-là, il faut mettre 2 pneumopathies. C'est mieux. C'était ça ta question ? Moi, j'ai rien vu là-dessus, Vincent. T'as rien vu, mais j'ai envie de dire qu'il n'y a pas de raison que ce ne soit pas possible. Mais j'ai rien vu là-dessus. Tout le monde dit que c'est possible, et quand tu regardes les papiers, personne n'en parle. Mais c'est pas une question qui est adressée dans les papiers. Donc, Je ne vais pas répondre à cette question, je suis désolé, mais c'est vrai que nous, on n'a pas vu ce cas-là, et comme l'a dit Mathieu, il n'y a jamais eu de cas rapporté dans ce sens-là. Je voulais juste revenir sur un petit point. Donc Mathieu a fait vraiment un point complet sur le coronavirus, très brillant comme à l'habitude. Je voudrais juste revenir sur les coronavirus qu'on connaît bien et qui circulent pendant l'hiver, donc chez les enfants qui donnent des symptomatologies très mineures en règle générale. Il faut quand même qu'on se serve de l'histoire, et l'histoire, c'est non seulement le MERS qui se transmet très mal, mais surtout le SARS ou le SRAS de l'époque. Et si vous vous repenchez sur cette littérature, vous vous apercevez que les coronavirus peuvent, pour certains, résister relativement longtemps dans le milieu extérieur. Donc c'est vrai qu'on a décrit pour le SARS en particulier des personnes qui émettaient beaucoup de virus dans les selles. Donc je voudrais quand même réinsister sur ça, parce que je trouve que ça passe souvent un peu inaperçu. Donc si le virus se transmet beaucoup, c'est effectivement par voie respiratoire, mais il y a tout ce qui est transmission par les surfaces inertes. Et je pense qu'il faut vraiment renforcer ce message-là quand même, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas de... C'est pas très bien démontré pour le nouveau SARS, le SARS-CoV-2. Mais en tout cas, je pense qu'il faut quand même garder ça à l'esprit, à savoir que les selles peuvent être probablement contenir pas mal de virus, et que par ce biais-là, tout ce qui est... lorsqu'on n'a pas une bonne hygiène, on peut transmettre le virus par ce biais-là. Et ça va tout à fait dans le sens de renforcer le lavage des mains et l'utilisation des solutions hydroalcooliques pour prévenir ce risque-là. Alors, c'est ce que je viens de dire, c'est que si vous vous replanchez sur le... Enfin, moi, j'ai réétudié ça un petit peu pour tous ces nouveaux cas. En fait, chaque coronavirus est un peu différent. Et en fait, alors si vous revenez dans vos cours de virologie, que je ne vais pas refaire aujourd'hui, mais ce sont ce qu'on appelle des virus enveloppés. Et on dit classiquement, comme le virus de la grippe, que ce sont des virus relativement sensibles dans le milieu extérieur, c'est-à-dire qu'ils vont résister quelques minutes, voire 1 heure,
sur une paillasse, par exemple. Donc les étudiants, maintenant, je leur enseigne plus tout à fait ça, parce qu'on a de plus en plus d'exemples de virus qu'on dit enveloppés. Donc l'enveloppe, c'est des lipides. Donc les lipides sont sensibles aux détergents. Donc c'est pour ça que si vous lavez les mains, vous allez détruire le virus. Pour les coronavirus, chaque coronavirus est un petit peu différent. Et on a beaucoup d'expérience avec les coronavirus animaux, parce que ça a été décrit depuis les années 1930, les infections en maladies vétérinaires. Donc il y a beaucoup d'animaux qui ont des coronavirus. Vos chiens, chats ont des coronavirus qu'on va retrouver dans les selles et qui peuvent être infectieux dans les selles. Donc ce sont des virus. Si je vous disais 3 heures, j'aurais peut-être raison sur une surface inerte, mais c'est peut-être 5 heures, c'est peut-être 2 jours, 5 jours. Aujourd'hui, on a un petit peu tout pour les coronavirus, et tant qu'on n'aura pas fait vraiment une belle étude, on aura du mal à vous répondre formellement. Donc moi, je suis un peu contre d'y diffuser des chiffres comme ça, qui ne veulent pas dire grand-chose, parce que les virus ne sont pas voués à persister longtemps dans le milieu extérieur, enfin ces virus enveloppés. Donc le titre infectieux, encore une fois, il ne faut pas parler de virus vivant, mais de virus infectieux. Donc le titre infectieux va diminuer au fil du temps. Donc c'est sûr que si là, je contamine la paillasse, dans 1 heure, je reviens, il y aura un peu moins de virus que ce que j'aurais mis. On n'est pas comme avec une bactérie qui va se multiplier. Le virus, il y en aura un peu moins dans 1 heure, encore un peu moins dans 2 heures, un peu moins dans 3 heures, et ainsi de suite. Donc c'est vrai que plus vous allez passer du temps, moins il y aura un risque infectieux, mais ce virus infectieux peut encore théoriquement exister avec ces virus qui ont une conformation un petit peu particulière. Voilà. Voilà. Donc le SRAS de l'époque, on a démontré qu'il pouvait rester infectieux jusqu'à 5 jours, mais celui-là, ça dépend vraiment de la conformation des protéines qui sont à la surface. Et j'ai pas vu d'études, alors il y a des études peut-être qui ont été faites, mais j'ai pas vu d'études qui évaluaient ça de façon correcte. Donc par défaut, je pense qu'il faut être vigilant. Encore une fois, c'est la meilleure attitude à avoir. Bah oui, ça m'a fait mal à chaque fois que je les voyais. Mais c'est ce que je vous disais, c'est qu'il faut que les mesures de protection elles soient rationnelles. On craint, enfin je l'ai déjà dit ce matin au conseil de surveillance, mais je crois qu'on a été un peu. Ce qui s'est passé pour Ebola, ça a permis de nous structurer encore plus qu'on l'était avant, c'était super. Ça a permis de remettre à plat nos processus, etc. Mais ça a un peu tiré vers le haut, tout, et trop. Et il n'y a pas besoin de tenue type SSE. Si on est en tenue type SSE, on soigne mal les malades, hein. Là, voilà, comme l'a dit Vincent, ce qui est très important, c'est les mesures d'hygiène normales aussi, hein. Ça, c'est très important, le bionettoyage, les solutions hydroalcooliques et la protection aérienne. Voilà ce qui est important de faire. Les tenues SSE, ça n'a pas de sens. Pour la petite histoire, quand Ouest France nous interviewait, ils voulaient mettre ce genre de photos, on refusait. Alors, il y en a une qui est passée quand même, parce qu'on a ça a loupé à notre vigilance, on en était tout meurtri. Mais voilà, il ne faut pas... encore une fois, ça c'est du cinéma, quoi. C'est parce que ça fait chouette, quoi, de mettre ce genre de truc. Faut savoir raison garder. Il n'y a pas besoin de ces structures-là. Ce qu'il faut quand même, ça me permet de rebondir sur quelque chose. Vous pouvez être aussi un peu surpris du fait que les recommandations changent tout le temps. Bah, ça, c'est normal, hein. On apprend avec l'épidémie. Et au début, quand l'épidémie apparaît, on se met en position maximale pour se donner le plus de sécurité possible. Et plus ça avance, plus ça permet d'affiner nos méthodes, que ce soit de diagnostic, d'identification des malades ou de protection des malades, pour aller vers quelque chose de plus rationnel, de plus pragmatique, de plus efficient. Et donc ça, ne soyez pas surpris que ça change tout le temps, parce que c'est vrai que ça change tout le temps, mais ça, c'est parce qu'en fait, à chaque fois, on améliore les choses. Voilà. Peut-être Mathieu, on peut prendre l'exemple du transport des prélèvements, Oui, on peut dire un mot. ouais. Donc en fait, ce que vient de dire Mathieu, il y a un très bon exemple, c'est-à-dire que jusqu'à présent, vous savez que les virus sont classés en différentes classes en fonction de la disponibilité d'un vaccin, de traitements antiviraux et de la gravité de la pathologie qu'il entraîne. Donc ce virus-là, par défaut, a été classé niveau 3, ce qui imposait de transporter tous les prélèvements dans des triples emballages. Les triples emballages, ça c'est pour la com, ça coûte environ 18 € le triple emballage, mais on avait mis ça en place parce que c'était important. Aujourd'hui, on a eu pas une directive, en fait une note de la Société française de microbiologie qui permet aujourd'hui donc de considérer le sang, puisque la virémie est en général très faible, donc tout ce qui est produit sanguin peuvent être transmis au laboratoire sans aucune précaution particulière, si ce n'est les précautions habituelles de transport des échantillons et de manipulation des échantillons. Donc ça, c'est pour le sang.
Et pour tout ce qui est prélèvement à visée diagnostique, qui sont les prélèvements nasopharyngés, les prélèvements pulmonaires profonds, ceux-là doivent être toujours envoyés en triple emballage, mais le triple emballage n'est plus forcément celui qui est le triple emballage officiel. Il suffit de mettre l'échantillon dans 2 sacs plastiques de manière à ce qu'il n'y ait pas de risque d'écoulement de l'échantillon. Mais voilà, donc on voit bien qu'on a eu un allègement parce qu'aujourd'hui, on sait que le risque est moins élevé que ce qu'on supposait au départ. Alors, c'est... Alors, est-ce que nos tests sont fiables? Alors, bien sûr, je veux dire, on est les meilleurs, les tests sont fiables. Non, on fait des tests par biologie moléculaire. Alors, juste pour un petit rappel, c'est des tests qui demandent beaucoup de temps technicien, beaucoup de temps de manipulation. Donc, on est sur un test on fait facilement 4 heures pour le faire, mais ce n'est pas du baratin. C'est vraiment que ça demande ce temps-là pour le réaliser, parce que techniquement, c'est le temps que ça prend. Donc, c'est fiable jusqu'à preuve du contraire. Donc nous, dans la littérature, on voit que globalement, les prélèvements qui ont été faits étaient positifs pour les patients qui étaient atteints. Après, moi, c'est ce que je dis toujours pour tous les éléments, enfin tous les examens biologiques. Si on a une forte suspicion clinique d'une pathologie qui ressemble à ce qu'on voit classiquement dans le Covid-19, il ne faut pas hésiter à redemander l'examen. Franchement, il ne faut pas se priver. Et globalement, en général, tous ceux qu'on a testés, quand il y avait des symptômes, on a retrouvé cet examen positif. Mais encore une fois, on n'est pas à la merci d'une erreur, d'un prélèvement qui est mal fait, parce que ça aussi, c'est un vrai problème, ça peut être mal fait. Un écouvillon nasopharyngé, par exemple, peut être très mal chargé en production. Donc, du coup, on peut traverser ces problèmes-là. Concernant les prélèvements profonds ou les prélèvements superficiels, alors, je crois qu'il n'y a pas de consensus. En général, les écouvillons nasopharyngés, ça fonctionne très bien. Et après, je sais que peut-être pour des questions pratiques, Mathieu, tu me corrigeras, pour les patients qui ont une atteinte respiratoire profonde et qui sont en réa, vous pouvez aussi nous envoyer, même en parallèle, un prélèvement profond. Il ne faut pas hésiter. Encore, je crois que il faut dire un prélèvement en plus ou un prélèvement en moins, c'est pas ça qui va changer la face du monde. Oui, ça fait plus de travail, mais bon, en même temps, il vaut mieux qu'on ait un diagnostic fiable. Donc, je pense qu'il ne faut pas se priver si on a un quelconque doute. Je ne sais pas si, Mathieu, tu veux commencer. 100% d'accord. Il faut rester clinique, tu vois. Nous sommes des cliniciens. Si on a une suspicion clinique, le test est négatif, on y croit encore. Enfin, on travaille suffisamment ensemble avec Vincent pour savoir que ça pose aucun problème. Je sais que ça pose aucun problème et que le laboratoire de virus sera les premiers à dire non, non, on va essayer de renforcer, on va essayer de le trouver ce virus s'il est là, quoi. Donc, aucun problème. Oui, Renaud. Alors, la première question, c'était concernant la détection du virus post-mortem. Alors, j'avoue que j'ai aucune expérience. Après, on va se baser sur ce qu'on connaît scientifiquement. Le tropisme du virus, c'est donc principalement le poumon et les intestins également, puisque en fait, il utilise l'enzyme converteur de l'angiotensine, donc la CE2,
qu'il utilise comme récepteur. Donc, partout où on aura ce récepteur, il y a potentiellement une réplication possible. Donc c'est principalement le poumon, le tissu digestif potentiellement, de ce qu'on connaît. Donc j'irai plutôt dans ces tissus-là. Et voilà. Et puis si on peut faire un prélèvement nasopharyngé, je ne sais pas si ça peut se produire. Je commencerai par ça, puis après éventuellement une biopsie pulmonaire qu'on pourra techniquer au laboratoire. Peut-être pas en urgence, mais dans un second temps, on pourra faire ça potentiellement. Et pour ta deuxième question qui est compliquée, merci. Non, mais il faut se faire confiance en tant que clinicien. Si vous pensez que ça peut être ça, ça peut être ça. Et puis aussi, il y a un principe de réalité et de pragmatisme, c'est-à-dire qu'est-ce qui est faisable en pratique. C'est vrai que la situation que tu décris est une des situations les pires qu'on puisse imaginer d'un point de vue épidémiologique, à la fois de recherche, d'enquête, et puis de situation si elle devait survenir. On fait comme on peut, hein, tu sais. Après, voilà, je pense qu'il y a un côté qui est très important et qu'il ne faut pas que vous loupiez, c'est que si vous avez l'impression qu'il y a une petite épidémie qui apparaît, si tu veux, des cas groupés, là par contre c'est une alerte très 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 forte. Quels que soient d'ailleurs les symptômes, si c'est pas typique, mais si c'est des symptômes respiratoires et que tu as des cas groupés, là par contre attention, il faut isoler ces cas-là. Et là par contre je pense que Vincent sera tout à fait d'accord pour faire des tests, pas forcément sur tous d'ailleurs, parce que s'il y en a beaucoup, ça sert à rien de prélever tout le monde, tu prélèves que les plus symptomatiques. Pour identifier le premier cas. Donc c'est surtout le côté épidémique, moi, qui me ferait craindre ça. Ahmed, ouais. Oui. Bonjour Ahmed, on vous connaît tous. Alors ça c'est très important. C'est très important ce que vous dites, c'est-à-dire qu'il faut qu'on reste à notre compétence et à notre expertise chacun. Il y a le numéro vert du ministère, mais qui est un peu saturé. Donc c'est compliqué. Ce que vous devez dire actuellement, c'est dire qu'il n'y a pas encore d'épidémie, c'est vrai. Il n'y a pas encore d'épidémie, que la probabilité d'être infecté n'existe que si on a été... enfin, la probabilité d'être infecté, oui, n'existe que si on a été dans des zones vraiment à risque et qu'on a des symptômes. Si on a été dans des zones à risque, qu'on n'a pas de symptômes, il n'y a pas de problème. Et que dans ces cas-là, il faut aussi leur dire que tout est prévu. Si jamais vous avez des symptômes qui apparaissent, dans les 14 jours, vous appelez le SAMU et tout est prévu. Donc il faut donner un message de réassurance. Il ne s'agit pas de répondre si on vous pose la question, mais comment ça va se passer après, etc. En fait, personne ne sait. Donc il faut juste leur dire que tout est prévu, tout est organisé. Nous avons des plans qui existent selon les différentes hypothèses et que pour l'instant, vous ne pouvez pas avoir la maladie si vous n'avez pas de symptômes. Ça, c'est pas possible. Voilà. C'est le renforcement des précautions standards, en fait. C'est ça. C'est ça, Vincent l'a très bien dit. Hein. Il peut en avoir dans la surface. Donc c'est bio-nettoyage, c'est solution hydroalcoolique. Si on a des symptômes respiratoires, c'est masque. C'est la vaccination contre la grippe, là c'est un peu trop tard. Mais c'est le renforcement des précautions standards, c'est tout. Il ne s'agit pas de faire autre chose que ça. Ça marche déjà très bien. Vous savez, les gens qui ont été le plus efficaces pour les maladies infectieuses, ce n'est pas les docteurs, hein, c'est les gens qui ont construit les réseaux d'eau et les égoutiers. Hein. Donc l'hygiène, c'est ça qui sauve les vies. Ouais. Putain. Vincent. Oui, la question qui est posée, c'est par rapport à la saisonnalité. Pardon, oui. Oui, je répète la question justement. Donc la question, c'était autour de la possible saisonnalité du coronavirus SARS-2. Franchement, je vais avoir du mal à vous donner une réponse. Alors, je pense que
quand même, on a une grande chance avec ce virus, c'est quand même qu'on a très bien identifié la source. Mathieu a très bien expliqué qu'il faut une conjonction de choses pour qu'une épidémie émerge. Donc on a quand même supprimé la source et probablement s'il ne se recontamine pas avec potentiellement les pangolins qui seraient infectés, déjà on a éliminé la source. Après on sait comment ça se transmet, donc on peut limiter tout ça. Effectivement l'été va arriver et si ce sont des virus qui sont relativement peu transmissibles durant la saison d'été, ben, ça va forcément limiter la transmission. Après, est-ce que le virus va persister à bas bruit et puis renaître l'année prochaine? Donc c'est un scénario que j'ai vu passer. Après, j'avoue que je ne veux pas faire de pari parce que je pense que on voit bien par rapport à cette épidémie, je pense qu'il faut qu'on assume l'impossibilité de prévoir. Et l'être humain a du mal à gérer ça, mais je pense que c'est très important pour nous de dire, OK, on ne sait pas comment ça va évoluer. Et ça, je pense que c'est une leçon d'humilité par rapport à... Alors, on ne peut pas tout prévoir, malheureusement, et c'est comme ça que ça se passe. Ouais, Bérangère. Alors, pour ta première question, c'est on ne fait pas de dépistage s'il ne répond pas aux critères de définition, mais ça, vous pouvez nous appeler, on vous aide pour savoir. Et s'il ne répond pas, comme on le disait tout à l'heure, on le met en isolement gouttelette et contact. Pour la deuxième raison, ça dépend de ton contexte. C'est-à-dire, si tu as fait un week-end à Crac là en ce moment et que tu as de la fièvre, tu ne viens pas à l'hôpital. Si tu as fait un week-end à Rennes et que tu as de la fièvre, bah, tu prends du Doliprane et puis ça va passer. Enfin, non mais enfin, c'est ce que je fais. Pardon, Bérangère. Non mais je sais que tu fais ça, pardon. Oui. Est-ce qu'il y a un risque particulier pour la femme enceinte et au fœtus? J'avoue que pour l'instant, je ne crois pas que quelqu'un sache. En tout cas, moi, je ne sais pas. C'est pas, tu sais. Il ne parle pas du tout de femmes enceintes sur les publications chinoises. Il y en a nécessairement eu. Le truc rassurant, c'est que le nouveau-né, il fait rien. C'est assez rassurant, mais aucune idée. Les données sur la femme enceinte, la seule chose que j'ai vue, c'est qu'il n'y avait pas eu de transmission de la femme enceinte qui avait été contaminée à l'enfant. C'est la seule chose que j'ai vue passer. Une question là-haut, ouais. Ah. Moi, je ne sais pas. Je pense que toutes les hypothèses sont possibles. Je ne sais pas si Vincent, tu sais, toi. Non, exactement. Il y a les deux hypothèses. C'est que la première chose, c'est est-ce que les enfants sont moins réceptifs au virus? Alors, les données chinoises ne permettent pas de conclure formellement, parce qu'en fait, si les enfants sont infectés, mais sont peu symptomatiques, alors comme on le voit avec la grippe, par exemple, où ils sont beaucoup infectés et finalement ils sont peu symptomatiques, ils transmettent beaucoup le virus, mais... donc ça, c'est la première possibilité. La deuxième possibilité, c'est qu'ils soient moins réceptifs, effectivement. Et voilà. Et donc nous, là, on a des cas qui sont assez intéressants sur lesquels on retravaille, nous, aujourd'hui, où on a des enfants qui sont dans une famille où il y a des personnes infectées. Et ces enfants, on ne trouve pas le virus. Donc est-ce que le virus a du mal à s'implanter chez les enfants? C'est une bonne question, mais on n'a pas la réponse formelle aujourd'hui. Oui, je pense que c'est intéressant. Si on peut... Oui. Mais si on était dans une épidémie, notre organisation serait radicalement différente, en fait. Et alors, probablement qu'on ferait des tests pour les patients hospitalisés, mais que ceux à hospitaliser. Après avoir la réponse la nuit, moi, en tant que clinicien,
En fait, je m'en fiche un peu. En gros, si on était dans une vraie épidémie, il faudrait changer complètement de notre activité. S'il y avait un afflux massif de malades, il faudrait qu'on fasse de la déprogrammation et donc on aurait des structures, des unités où il n'y aurait que des malades fébriles respiratoires en gros. Là-dedans, il y aurait du coronavirus, il n'y aurait pas de coronavirus, mais on ferait surtout du diagnostic clinique et tout dépend du volume en fait. On ne peut pas répondre franchement à cette question parce que tout dépend du volume. Après, franchement, je ne crois pas que si on était en épidémie, avoir le résultat la nuit changerait moi mes décisions. Mes décisions seraient surtout est-ce que je le garde hospitalisé, est-ce qu'il peut rentrer à la maison, quelle que soit sa maladie en pratique. Ouais, mais alors ça, est-ce qu'il n'y a pas une déviance? Là, franchement, je me permets de le dire. C'est-à-dire si cliniquement, quel que soit le diagnostic, le patient il peut sortir, je ne vois pas pourquoi on attend le résultat pour le faire sortir. Franchement. Ah, mais là, c'est parce qu'il y avait une suspicion de coronavirus. Oui. Mais oui, oui. D'accord. Ok. La technique est, enfin là, je parle peut-être à la place de Vincent, mais la technique est lourde. Il faut que nos virologues tiennent le coup. Et donc, moi, je préfère qu'ils se reposent la nuit et qu'ils tiennent le coup. Après, tu as peut-être une réponse plus organisationnelle et scientifique que moi, mais... Non, non, tu as bien répondu. Après, je pense que bon, le cas particulier, ça, bah, on a bien entendu, et c'est vrai qu'aujourd'hui, en termes de main-d'œuvre et de technique, on ne sera pas capable de faire face à du diagnostic la nuit. Il faut être très clair parce que, encore une fois, je vous l'ai dit, c'est une technique excessivement manuelle. Et tant qu'il n'y aura pas de test rapide, ça va finir par arriver. Hein, mais dans l'état actuel des choses, il faut trouver le bon ajustement entre fournir un service qui soit adapté aux questions cliniques et, et la possibilité réelle sur le plan coût et sur le plan humain. Donc aujourd'hui, je ne vais pas pouvoir vous donner une autre réponse. Et puis après, Mathieu, je pense, a tout à fait bien cerné le problème. Si on était en phase épidémique, on serait dans une configuration totalement différente. Et effectivement, le diagnostic ne serait peut-être pas l'outil principal pour gérer les patients. Peut-être une ou deux dernières questions, parce qu'il va falloir que je vous laisse, moi. Oui. De rien. L'équipe a été renforcée. Pour la formation, cette formation était pour l'ensemble des professionnels. Je ne peux malheureusement pas me multiplier dans toutes les équipes. Oui, Madame Lemoine, sur les renforts, effectivement, il y a un renfort en régulation médicale pour l'instant hospitalière, il y a un renfort en régulation libérale qui est en train de s'organiser pour les médecins. Et puis sur les armes, puisque c'est les armes qui sont en première ligne, il y a également 2 renforts, en fait, un avec les étudiants et un avec une ligne supplémentaire qui est en train de se mettre en place. Une dernière question. Tu veux répondre? Alors, la personne en incubation est-elle infectieuse? Elle est potentiellement infectieuse puisqu'elle est en incubation et qu'on sait que le virus va probablement se répliquer de plus en plus au niveau des voies aériennes supérieures et inférieures. Donc, cette personne-là est infectieuse. La seule petite différence entre quelqu'un qui est symptomatique et quelqu'un qui est asymptomatique, si quelqu'un est symptomatique, il va venir vous tousser à la figure, donc il va potentiellement vous contaminer. Quelqu'un qui est en phase d'incubation, il est asymptomatique, donc par définition, il ne va pas tousser. Donc il va beaucoup moins émettre de particules et du coup il sera moins contagieux pour son entourage. C'est la seule petite subtilité, mais quelqu'un d'asymptomatique peut transmettre le virus. Mais qui est vachement importante, hein, parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que seules les personnes contact très étroites, c'est-à-dire les membres de la famille, peuvent potentiellement être infectés par un tel patient. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ce que je vous disais. Eh ben, oui, allez, une dernière alors, hein. Ah non.
Le FFP2, déjà, c'est pour se protéger soi, hein, ça filtre dans ce sens-là. Ah, l'intubation. Ah, pardon, j'ai l'incubation. Donc l'intubation, oui, oui, pardon. Oui. Si vous suspectez un nouveau coronavirus, oui. Bon, sinon, c'est les procédures standards, c'est le masque chirurgical qui protège déjà. Mais c'est sûr que si on devait intuber quelqu'un pour une suspicion de coronavirus, on mettrait des masques FFP2. Absolument. Il n'y en a plus beaucoup. Ils sont disponibles dans les services quand même, là où il peut en avoir. Ouais. J'entends pas. D'accord. Alors déjà, il faut que vous ayez l'avis infectiologique pour retenir la suspicion. Et donc, comme vous aurez l'infectiologue au bout du fil, lui, il a des masques FFP2 et on vous en trouvera. Voilà. Bon, bonne journée à vous.